Good Morning Business, le grand entretien. La transition énergétique est dans ses mains. C'est quasiment le patron le plus puissant de la planète. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, est au micro de Christophe Jacubizine depuis Davos. Merci d'être sur BFM Business. Évidemment, on a toujours besoin de vos éclaircissements sur le pétrole, le gaz, la transition énergétique. On va commencer sur l'image un peu globale de la consommation de pétrole dans le monde. Ça continue d'augmenter. Les prévisions font état de 1 million de barils jour supplémentaires pour 2024. Pourquoi on n'arrive pas à baisser la consommation globale de pétrole ? Pour une raison toute simple, qu'on regarde, c'est que la population de la planète augmente. En fait, quand on regarde sur 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? On a réussi à décorréler la croissance de la demande de pétrole de la croissance mondiale de 2,5 à 1,2% par an. Mais par contre, ça suit la croissance de la population. En fait, c'est quelque chose qui est juste... Aujourd'hui, vous avez une population qui croît, qui a besoin d'énergie, notamment dans les pays émergents. Il y a beaucoup d'argent qui sont finalement des business models pauvres en énergie. Mais pour croître, il faut de l'énergie. Donc le pétrole est l'énergie la plus facile à utiliser. Et donc, c'est ça qui tire l'affaire. Et le vrai sujet pour la transition énergétique, c'est comment on inverse ce trend. Pour l'inverser... Dans les énergies renouvelables, est-ce qu'on peut pas répondre à cette nouvelle demande par des énergies renouvelables ? Eh bien, on peut, mais aujourd'hui, on ne le fait que partiellement. Et c'est là que la COP de 28 a lancé un bel appel qui est faire x3 sur les énergies renouvelables. C'est quoi x3 pour les énergies renouvelables ? C'est faire en sorte que la croissance annuelle de demande en énergie arrête d'être couverte par le fossile, mais soit couverte par des énergies nouvelles. Et c'est là le grand challenge. Ça prouve la x3 pour ça. Oui, il faut faire x3. Il faut faire x3. L'appel est fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'on veut faire chez nous, Total Energy, parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on investit dans des énergies renouvelables, et comme l'a dit l'AIE encore, on a cru beaucoup en 23 par rapport à 22. Mais la croissance en demande d'énergie est plus forte. Donc, elle absorbe ces énergies décarbonées. Et le complément, c'est les énergies fossiles. Ce qui fait qu'en fait, en 2000... les énergies fossiles faisaient 82% du mix mondial, elles font 80% cette année. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas progressé, alors qu'on a beaucoup progressé. Donc et ça, il faut le garder en tête. Dans la transition, c'est le point majeur. Il y a deux points majeurs. Le premier, c'est la croissance de la population et des pays émergents qui ont besoin de plus d'énergie. L'autre point, c'est que même dans les pays développés, on veut que cette transition se passe sans hausse de prix. Et donc, il y a un côté caractère abordable du prix de l'énergie. Mais alors du coup, si on continue de consommer de plus en plus de pétrole, d'abord jusqu'à quand ? C'est quoi, 2030, 2035 ? Attendez, tout le monde se dit il faudrait qu'on arrive à faire le... C'est compliqué à faire. Je pense qu'on ne peut y arriver que si on change en fait la demande. Et c'est là qu'il faut agir. On veut peut-être arrêter de produire, mais non, la demande est là. Il faut qu'on change la façon de consommer l'énergie. Et l'un des sujets, c'est les véhicules électriques. Là, les véhicules électriques vont introduire une rupture. Parce qu'aujourd'hui, une des parties de la consommation, c'est la route. On consomme 20 millions de barils par jour sur les 100. 20%, c'est pour transporter dans les véhicules légers, un truc en dépendant des camions. Et bien là, vous avez une rupture technologique qui fait qu'on ne va plus consommer de pétrole. Donc, s'il n'y a pas de rupture technologique, d'évolution de la demande, l'autre façon d'avancer, c'est l'autre appel de la COP28 qui était x3 les renouvelables et x2 l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, il faut qu'on consomme moins d'énergie. Et ça, c'est vrai dans nos pays développés. C'est beaucoup plus compliqué dans des pays émergents parce que eux, ils ont besoin, une population croît, et qu'ils ont besoin de ça pour faire de la croissance économique et le bien-être des gens. Ils veulent sortir les gens de la pauvreté. Et donc, vous, votre prévision d'inflexion de la demande de pétrole ? C'est autour des années 2030, c'est compliqué, je dirais. Et nous, notre stratégie de Total Energy, pourquoi on s'est engagé dans cette stratégie de transition ? Bien sûr que je pourrais continuer, après je produis du pétrole, mais j'en ai besoin, la demande est là, nous on a rempli nos missions. Mais parce que profondément, on pense en fait, notre analyse, c'est que les énergies fossiles, à un moment, vont se mettre à décliner. Parce qu'il faut y arriver. Parce que des innovations technologiques vont s'imposer. Et donc, on ne va pas lutter contre ça. L'innovation, c'est bien, la demande va bouger. Et donc, on a décidé de rentrer dans le marché de l'électricité parce que lui, il croit au XXIe siècle, pour décarboner, il faut plus d'électricité. Mais est-ce que vous y croyez vraiment, vous, groupe pétrolier, au fait qu'à un moment donné, ça va décroître ? Parce qu'on voit les investissements, tous les groupes pétroliers annoncent des investissements dans le schiste pour les Américains. Chez vous, il y a le Nigeria, il y a l'Ouganda, etc. Ça veut dire que est-ce que c'est des investissements de renouvellement pour maintenir la production, ou est-ce que c'est des investissements d'augmentation de capacité ? Non, mais c'est des investissements à peine de renouvellement. Parce que pourquoi le prix monte ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans cette économie pétrolière que les gens ne connaissent pas, c'est que chaque année, nous perdons 3 à 4% de capacité mondiale. On perd chaque trimestre un total en pétrole, entre guillemets, un total énergie en pétrole. Et donc, on est en train de se battre comme les Shadocks dans cette industrie pour juste arriver. Et pourquoi le prix monte ? C'est parce que comme justement des entreprises comme les nôtres, on investit moins dans le pétrole et dans le gaz, même si on continue à investir. Mais en gros, en 2015, Total Energy investissait 25 milliards dans le pétrole. Cette année, c'est 12 à 13 milliards, 2 fois moins. Eh bien,
on a du mal, non seulement on contrebat le déclin naturel, et on a du mal à suivre, en gérer, la croissance qui malgré tout est là. Et c'est ça la transition de la difficulté, c'est à quel rythme devons-nous aller. Bon, l'autre réponse que je vais vous faire, c'est que quand on investit dans le pétrole, nous, comme on voit bien qu'il peut y avoir une demande, je n'investis plus dans du pétrole cher. Par exemple, je viens de vendre en 2023, nous avons vendu le Canada. Donc on se protège et on va investir dans des projets qui, en gros, coûtent moins de $20 du baril. Donc ceux-là, je dirais, même si la demande se met à baisser, ils seront protégés. Donc voilà pourquoi on est obligé de faire en même temps, si je puis me permettre. Il faut qu'on continue à entretenir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui. Et en même temps, nous, on a décidé d'investir lourdement, puisqu'en 2023, on aura mis 5 milliards de dollars dans les électricités et les renouvelables. Donc ce n'est pas une petite diversification, un tiers de nos investissements va vers la transition cette année. Alors Patrick Pouyanné, vous évoquez justement en France, ce plafond de vente à 1,99 €. Pour l'instant, il ne coûte pas trop cher, il ne vous coûte rien. Est-ce que vous pourriez le prolonger jusqu'à décembre 2024 ? Oui, bien sûr, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je pense que c'était une mesure appréciée des consommateurs, c'est nos clients. Les Français, on l'a fait en France, c'était important. Donc je pense que cet engagement, il est durable, je l'ai dit et je le répète. Et bien, il n'est pas efficace, mais tant mieux. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'ai encore quand même quelques stations, parce que vous savez, vous voyez le prix de l'essence. Il y a des stations en province pour accompagner, amener l'essence. Il y a une logistique qui coûte cher. Donc j'ai à peu près 200 stations où le plafond est encore efficace. C'est pas les 2500 ou 3000 qu'on a eu en septembre. Et donc je pense que c'est protecteur, et notamment de nos territoires qui sont décentralisés. Donc c'est une bonne mesure. Moi, j'ai pas de problème pour continuer à se faire partie, je dirais, du partage qu'on doit faire avec nos clients. Total Energy, vous avez vendu votre réseau de distribution dans certains pays européens. Est-ce qu'à terme, Total Energy n'aura plus de stations-service? Et d'abord, qu'est-ce que vous vendrez dans vos stations-service? Est-ce que vous vendrez de l'électricité, du pétrole? C'est quoi la vision de long terme de la distribution? Alors d'abord, pourquoi on a vendu en Allemagne et aux Pays-Bas et on a mis en JV en Belgique, on a gardé la France? C'est parce qu'en fait, tout simplement, il y a quelqu'un, un concurrent, qui nous a dit que lui était prêt, il a envoyé une lettre avec une offre qui était quand même très élevée, pour être honnête, dans un continent où moi j'écoute ce qui est voté au Parlement européen et le leader européen. On veut aller vers l'électrique. L'électrique est un vrai challenge d'un point de vue distribution, parce que vous n'irez plus dans nos stations. Vous irez dans des stations sur autoroute, sur grande distance, mais toutes les stations de proximité dans les villes n'ont plus vraiment de valeur. Vous allez charger votre véhicule à la maison, au bureau, profondément. Et donc, c'est un vrai challenge pour nous d'évolution. Alors bien sûr, véhicules thermiques à essence, il y en a encore même si on arrête d'en vendre en 2035, jusqu'en 2050. Donc c'est une transition qu'on doit organiser. Bon, il se trouve que dans ces pays-là, on n'avait pas des parts de marché très importantes, que l'offre qu'on a reçue, qui représentait plus de 15 années de cash flow net, était une offre qu'on avait du mal à refuser. Donc, mais ça ne nous empêche pas, d'ailleurs, dans ces pays-là, de construire des hubs électriques. Donc on est passé dans un nouveau schéma où on est en train, comme dans certaines grandes villes françaises, on aura 200 hubs électriques au cœur des villes. On crée des stations totalement dédiées à l'électricité ou mix pour accueillir, et notamment aujourd'hui on a une clientèle professionnelle de taxis qui passent à l'électrique parce que c'est plus intéressant pour eux. Donc on va se déployer autrement, mais les stations ne seront pas l'essentiel pour nous de notre business. Mais on a fait un autre mouvement important en 23, puisqu'on a maintenant plus de 160 concessions autoroutières en France sur l'électrique sont à Total Energy. On les a achetées, on les a acquis. On en a plus que sur l'essence. Vous voyez, donc on fait notre transition, mais en pensant différemment comment on va apporter l'énergie aux clients. Donc c'est un challenge. Voilà, donc on fait notre transition également là-dessus, sachant qu'après, et c'était l'idée, des stations, ça peut être aussi des moyens, des shops, des magasins. Mais là, c'est là que le partenaire qui nous a racheté était plus d'ailleurs un épicier qu'un pétrolier. Bon, honnêtement, dans ces réseaux-là, je veux dire, ils vont garder la marque Total Energy, on va continuer à leur donner le pétrole, simplement ils vont gérer les stations. Donc c'est chacun son métier. Et nous, on a un challenge, c'est comment développer effectivement des revenus alternatifs dans ces stations. Une question sur le gaz, avant de revenir peut-être effectivement sur le prix de l'électricité, parce que vous êtes aussi un fournisseur d'électricité. Sur le gaz, est-ce que en Europe, on n'a pas des surcapacités maintenant? On a tellement eu peur l'an dernier d'en manquer, on a installé des terminaux métalliers, on fait venir du GLL de partout. Est-ce qu'on n'a pas trop fait? Non, je pense qu'on n'en a pas trop fait. Enfin, il faut bien voir qu'on avait un manque d'infrastructures. De toute manière, l'Europe est fondamentalement déficitaire. Donc on est un pays importateur. Alors bon, à long terme, on sera peut-être se passer du gaz, mais enfin, quand on veut faire de l'électricité et sortir du charbon, ne faire que de l'électricité renouvelable sans avoir un moyen flexible de production d'électricité qui complémente l'intermittence des énergies renouvelables, c'est quand même très compliqué. Et en Allemagne, on va aller vers un modèle gaz plus renouvelable. Donc il nous faut des terminaux gaziers, parce qu'il nous faut... On a trop d'infrastructures. On avait trop d'infrastructures avant, mais on n'avait pas assez pour faire face à la fin du gaz russe.
Moi, je pense que durablement, l'Europe se passera de Russie. Oui, on risque de surinvestir dans l'infrastructure, mais bon, c'est nécessaire puisqu'on va importer. Donc moi, je ne suis pas là-dessus inquiet. On est un grand acteur de ce métier-là. On apporte du gaz. On est quand même durablement lié à l'importation de gaz naturel liquéfié en Europe. Donc il vaut mieux avoir trop que pas assez, parce que sinon, on a bien vu, les clients ne vont pas accepter de pas assez avoir de gaz. Donc je pense que c'est mieux pour le continent d'avoir un peu plus d'infrastructures que pas assez. Comment vous regardez l'évolution du marché de l'électricité en Europe, notamment en France, hein? Il y a eu cet accord entre EDF et son actionnaire, l'État, sur des prix quand même assez élevés, plus élevés en tout cas qu'avant. Vous-même d'ailleurs, vous avez négocié avec EDF des contrats de long terme d'approvisionnement. Vous avez d'ailleurs applaudi à l'accord avec le gouvernement, ce que n'a pas fait Engie. Catherine MacGregor n'est pas sur la même ligne que vous. Pourquoi est-ce que vous êtes content de ces contrats? Vous n'avez pas payé trop cher d'ailleurs ces contrats électriques, et qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, d'abord, on n'a pas encore négocié, donc je n'ai pas signé de contrat. Moi, je considère que la philosophie qu'apprenaient le Crémont et EDF, c'était une économie de marché. Essayer de revenir vers une économie de marché, ce que je peux considérer comme étant fondamentalement, moi, en tant que capitaine d'industrie, je crois à l'économie de marché. Après, on sait aussi qu'on doit trouver des moyens pour un certain nombre de clients de faire des transferts. Est-ce que c'est à EDF d'organiser les transferts entre lui, son coût de production, et les industries électro-intensives, ou est-ce que c'est à l'État? C'est un vrai sujet. Moi, je pense que s'il doit y aller organiser des transferts, à l'État de se mettre entre les deux. C'est pas nécessairement à EDF de le faire eux-mêmes. Donc nous, là-dedans, quelle est ma position? C'est de dire, moi, je suis prêt profondément. On devient un électricien. On est en train de construire au sein de Total Énergie un électricien de taille large. Donc il me faut à la fois des énergies renouvelables, mais il me faut de l'énergie de base. Donc j'ai proposé de dire, finalement, vous voulez faire vous avez du nucléaire, ancien, nouveau, des investissements importants. On peut se mettre en face de vous pour acheter sur des durées longues. Je suis prêt à signer des contrats de 15-20 ans, il n'y en a pas beaucoup en France, pour vous aider finalement à financer vos nouvelles tranches nucléaires. Moi, j'en ai besoin pour approvisionner mes futurs clients. Alors, la négociation n'est pas encore ouverte. Luc Rémont a bien entendu. Mais moi, je pense qu'il faut essayer de faire fonctionner ces échos de marché. Après, il y a un sujet. Je suis aussi, Total Énergie, je suis à la fois fournisseur avec Guiglan, mais je suis aussi, en tant que raffineur, électro-intensif. Donc, sur l'électro-intensif, je pense qu'effectivement, si on a 70 €, ça va être compliqué. Le président Macron disait hier, ici à Davos, à tous les investisseurs internationaux, vous avez un avantage en France, c'est le prix de l'énergie. Il faut que pour les énergies électro-intensives, on trouve un moyen d'être en dessous des 70 €. 70 €, en même temps, je pense qu'il faut bien être clair pour tout le monde. C'est finalement un prix qui va être un prix qui me paraît assez correct pour à la fois faire cette transition énergétique, financer les nouvelles tranches nucléaires. C'est tout ça qu'on cherche à faire en même temps. Il y a des investissements à faire. Donc moi, je préfère trouver un moyen d'être ensemble. Après, j'espère qu'on arrivera. Mais on n'a pas encore signé. On a fait un appel et Luc Rémont m'a dit que il serait prêt un jour à venir rentrer dans une discussion avec nous. Et donc j'espère qu'elle va s'engager. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, à retrouver bien sûr en replay et en podcast.